Métier extraordinaire. Et nous, qui avons tellement de gratitude vis-à-vis de la presse, nous sommes un peu nostalgiques de cette presse de qualité qui nous a permis d'émerger dans l'espace politique à travers des idées, à travers des propositions fortes, à travers des débats constructifs. La presse a une responsabilité dans la réussite, si vous voulez, de la quête que nous voulons du salut national. Et cela continue dans notre plan. Il faut également qu'il y ait, et c'est le 5e point, un renforcement obligatoire des capacités des nouveaux acteurs politiques, en vue de leur donner des orientations éthiques quant à l'animation du débat public. Le débat public, pour tous ceux qui commencent la politique, jeunes et vieux, ne peut pas se réduire à des invectives et à des diatribes. Le débat politique, c'est la contribution d'un groupe ou d'un individu par des idées, par des critiques qui peuvent être acerbes et constructives, mais détachées et impersonnelles. Et c'est là que se trouve la frontière entre la critique, l'opposition et l'injure et la haine. La nouvelle classe politique doit se reformer. Les partis politiques doivent former leur cadre. Lorsque vous envoyez un cadre dans les médias, rassurez-vous qu'ils viennent avec des critiques fouillées, un savoir affermi et une contribution certaine au débat public. Faire la promotion des insulteurs nationaux comme instrument de politique, comme instrument de communication politique, abaisse le niveau politique en République démocratique du Congo. Et ceci est dommageable, aussi bien entre nous, Congolais, parce qu'il n'y a plus d'idées, parce qu'il n'y a plus de propositions alternatives, mais aussi en termes d'image, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde totalement ouvert à travers les nouvelles technologies de l'information, où circulent dans les groupes, dans les réseaux des pays africains, l'image d'une classe politique théâtralisée, médiocre, à la limite de la kakistocratie. Et ce n'est pas normal. La République démocratique du Congo est une grande nation. La politique est un secteur d'excellence. Lorsque le Camerounais, lorsque l'Ivoirien, lorsque le Sénégalais, lorsque le Ghanéen suit un acteur politique congolais sur lequel il serait tombé sur les réseaux sociaux, il doit pouvoir se dire, en le regardant, comme nous, lorsque nous regardons certains politiciens étrangers ou certains acteurs publics étrangers, qu'il y a de la qualité dans ce pays. Ce pays est grand et ce pays a de grands hommes et des hommes préparés à construire son avenir. Notre théâtre politique actuel nous fait du mal directement parce que nous ne travaillons pas sur l'alternative et indirectement parce que les autres nous regardent comme une société en totale déliquescence. 6. La cohésion nationale et le salut national dont nous parlons passent également par la réorientation de l'action gouvernementale pour la recherche de résultats qui permettront justement l'atteinte de ce climat et de cet objectif de salut national. 7. Le calibrage de l'exécutif national, afin de renforcer sa maîtrise des questions militaires, politiques et économiques, qui sont les seuls gages crédibles d'un processus d'unité pour le salut national. 8. Le réaménagement des bureaux des deux chambres, afin de réintégrer dans le processus les acteurs
institutionnels qui, au terme de la loi, se sont vus exclus par des manœuvres politiciennes. Il ne s'agit pas ici, évidemment, de remettre en cause, sinon ça donnerait lieu à trop de gymnastique, les présidences de ces institutions, mais du moins revoir la composition. Parce que, nous le savons, il y a, dans ce qui s'est passé ces derniers mois, des sujets de grande division dans la composition des bureaux des deux chambres de notre Parlement. Nous pensons également qu'il faut un renforcement du bureau de la CENI en y intégrant les forces politiques qui ont pignon sur rue et qui se sont vues exclues par des manœuvres qui seraient à juste titre à qualifier de politiques. Évidemment, là, le centre insiste. C'est sans remise en cause de son président, Denis Kadima, dont l'expertise internationale reconnue est un gage, dans des conditions optimales, d'un processus électoral de qualité. Donc ici, nous sommes clairs. Il ne faut pas tout remettre en cause, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain, mais il y a des réajustements qui sont nécessaires. Parce qu'on a un bon président de la CENI, nous l'assumons, nous le disons, parce que nous travaillons sur base de CV, nous avons des échos de l'expertise avérée du président de la CENI, reconnue dans toute l'Afrique australe et à travers l'Afrique et même le monde. Nous avons donc un bon président, a priori. Maintenant, il ne faut pas que cette expertise soit noyée par ce climat de défiance né de l'exclusion volontaire peut-être, ou de l'auto-exclusion de certains acteurs qui pourtant ont droit de faire partie de cette CENI. S'il faut revoir la loi pour élargir un peu le nombre de postes au sein de la CENI, nous pouvons le faire très rapidement, sans empiéter sur l'éventualité d'un calendrier électoral qui respecterait les délais constitutionnels. Dans un deuxième temps, il y a les actions impératives et spécifiques à la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Comprenez bien notre démarche à travers cette conférence de presse. Nous hiérarchisons les priorités. Nous disons, le pays est en guerre, il faut, pour gagner cette guerre, une cohésion nationale pour atteindre le salut. Donc la problématique de la guerre est une problématique centrale. Précédemment, nous avons donc détaillé une dizaine d'outils. Dans le 10e, évidemment, c'est la confection d'un calendrier électoral consensuel. Maintenant, nous disons que ce réaménagement consensuel des institutions et ces décisions politiques qui visent le renforcement de la cohésion nationale en temps de guerre auront pour principal objectif, en 2023, la sécurisation et la pacification définitive de la partie est du territoire national et l'organisation d'élections réellement transparentes. La mise en place d'un desk stratégique composé de tous les militaires haut gradés ayant une expérience de guerre, même s'ils sont en retraités. L'expulsion immédiate de l'ambassadeur rwandais en RDC, l'édification symbolique d'un mur séparant la RDC du Rwanda à la frontière, la résolution définitive de la question des Tutsis congolais à travers un dialogue entre toutes les communautés de l'Est et à travers des actions de sensibilisation contre toute stigmatisation. La création d'un tribunal spécial pour le Congo afin d'ouvrir des enquêtes, établir les responsabilités, obtenir réparation de la part des responsables des crimes commis à l'est de notre pays depuis 2006, date de la fin du processus transitionnel issu du dialogue inter-congolais. Réduction, enfin, ou presque enfin, réduction par une division par 3 des émoluments des animateurs et membres des institutions. Parlement, gouvernement, présidence de la République. Cela, tenez bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, permettra, selon nos calculs,
une économie de 150 à 200 millions de dollars à reverser tout de suite à l'effort de sécurisation de la partie Est en termes militaires, diplomatiques et de renseignement. Oui, si nous divisons par 3 les émoluments des principaux acteurs émergents dans les principales institutions politiques du pays, nous pouvons faire ce type d'économie, ne serait-ce que pour la période de guerre. Cela a déjà été fait dans les mêmes circonstances il y a une dizaine d'années, lorsque le M23 avait occupé Goma. Ce n'est pas nouveau. J'étais au Parlement à l'époque, et il y a eu, à travers des actions du Premier ministre Matata, une réduction. Aujourd'hui, l'explosion des revenus ou des émoluments des acteurs émergents dans ces institutions nous permet de dire qu'effectivement, nous pouvons atteindre ce montant en termes d'économie et reverser cela tout de suite à l'effort de guerre. Il n'y a aucune raison, dans un pays sous-développé, bien qu'étant moi-même partisan, en tant qu'économiste, de ce qu'on appelle les salaires d'efficience. Moi, je suis pour que les gens soient très bien payés, parce que les bons salaires, normalement, amènent les meilleures compétences. Maintenant, la situation, elle est exceptionnelle. Nous sommes en guerre, nous avons besoin de moyens. Il n'y a aucune raison pour que nos députés et nos ministres aient par mois entre 15 et 20 000 dollars. Il y a un petit souci, là, en termes de priorité. Ça veut dire que si nous divisons par 3, il y a 13 000 dollars minimum d'économie à faire sur l'institution Parlement. Vous multipliez ça par 12, vous multipliez ça par 619, vous êtes à 100 millions de dollars approximativement. Vous ajoutez les autres institutions, gouvernement, j'ai été comme ministre Kisombe au gouvernement, nous savons qu'il y a des économies possibles. Donc notre proposition en cette période de guerre, c'est cette réduction. C'est essentiel. La guerre que nous subissons à l'Est n'est pas un jeu. C'est une affaire sérieuse et nous devons arrêter en tant que Congolais de traiter cela à la périphérie de nos préoccupations. Les premiers qui doivent donner l'exemple, ce sont les acteurs institutionnels. Enfin, nous pensons qu'il faut travailler sur la définition d'une stratégie économique de guerre viable, à même de tirer profit de l'immensité du territoire national pour tenir une période de tension sécuritaire longue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, telles sont les différentes propositions du Centre dans le cadre de son plan de salut national. Nous sommes à votre disposition selon un schéma très simple que devrait pouvoir présenter le porte-parole, parce que je crois que vous ne pouvez pas être pour la modernité dans le cadre de la logique de groupe des idées fortes. Merci. On se précise. La vocation d'un groupe politique est de proposer des solutions, des réponses en rapport avec la réalité de façon objective et non pas en se cachant derrière le populisme. La MONUSCO doit-elle partir? Est une question. Moi, je poserai une autre question. Avons-nous les moyens de remplacer la MONUSCO là où elle servait de point tampon? Peut-être pas pour nous aider à résoudre la problématique, mais ne serait-ce qu'en tant qu'œil de la communauté internationale, parce que de toute façon, même dans ce rôle, il y a quand même une limite qu'elle impose à ces groupes armés. Le Congo est un territoire immense. Moi, ma question est celle de savoir, avec la MONUSCO et tous ses moyens, nous n'avons pas encore réussi à hisser nos forces de sécurité au niveau de la problématique. Pensons-nous, et c'est arithmétique, hein, c'est au-delà des sentiments, c'est de l'arithmétique simple, pensons-nous qu'avec 17 000 hommes bien armés en moins, la situation ira mieux? La réponse du Centre, elle est à la fois réaliste et diplomatique. C'est de dire, en ce moment précis, nous avons besoin des Nations Unies pour nous accompagner dans notre offensive diplomatique contre le Rwanda, mais nous avons également sur terrain besoin de la logistique de la MONUSCO. On ne le dit pas souvent, on ne le dit pas assez, qui nous sert énormément. Entre les différentes positions extrêmes, il y a un juste milieu. Et c'est ça la position du Centre. Nous ne pensons pas qu'il est opportun d'opérer une séparation non amicale. Je pense qu'il faut procéder
un réajustement de cet accord pour aboutir à un calendrier de départ négocié dans un horizon temporel qui permette aux forces armées de la République démocratique du Congo de prendre la place de la MONUSCO là où elle ne serait plus présente. Il serait irresponsable pour des dirigeants politiques de dire aujourd'hui, demain, 17 000 hommes, matériel et tout, on vide l'espace sans qu'on ait les capacités de remplacer. Donc il faut un calendrier consensuel avec la MONUSCO sur le départ qui intègre également les capacités de la République démocratique du Congo à prendre la place de la MONUSCO là où elle ne sera plus là. Voilà. À dire que depuis longtemps, une des mesures, avant même que tout le monde reconnaisse et parle officiellement, en ce qui nous concerne Congolais, de l'agression de notre pays par le Rwanda, nous avons parlé de la nécessité d'expulser l'ambassadeur du Rwanda. Pas uniquement en ce qui le concerne individuellement pour telle ou telle attitude, mais sur le principe étatique, sur le principe des rapports étatiques. J'ai eu à rappeler que nous avons ici demandé à l'Union européenne en 2017 de rappeler le chef de la mission de l'Union européenne ici, Bart Ouvry. C'était pendant que j'étais au gouvernement avec le vice-premier ministre Cheo Kitundu, qui avait exigé le départ, donc, mais imminent, immédiat, de l'ambassadeur de l'Union européenne, parce que l'ingérence dans les affaires intérieures de la RDC était arrivée à son comble. Donc, lorsqu'un pays considère que les rapports sont tellement dégradés entre deux États ou entre des États et des organisations internationales, entre sujets du droit international, une des prérogatives de chaque État comme sujet du droit international, c'est soit de rompre les relations diplomatiques, on n'en est pas là, parce que le renvoi d'un ambassadeur, ce n'est pas la rupture des relations diplomatiques, le principe des relations diplomatiques reste, mais nous pouvons et nous devons, le centre soutient cela, demander. La procédure est celle-là, elle est aussi simple, après des explications, après la convocation de l'ambassadeur, qui a déjà eu lieu, vous l'avez vu, je crois qu'à l'époque c'était Madame Bazaïba qui avait fait l'intérim du vice-premier ministre Lutundula, n'est-ce pas, pour cette question-là, et une mise en garde avait été faite, etc. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lui-même dernièrement, devant la communauté de développement de l'Afrique australe, n'est-ce pas, vous l'avez suivi, pointé clairement la responsabilité du Rwanda. On cite le Rwanda au plus haut niveau comme agresseur de la RDC, nous l'avons tous suivi. Donc, par voie de conséquence logique, je pense que c'est simplement par excès de lenteur diplomatique. Je ne pense pas que nous ayons peur du Rwanda. Comme le président Kambinga aime bien le rappeler, les conséquences peuvent être lourdes pour ce petit pays en réalité. Si on continue à jouer avec le patriotisme, avec l'intégrité territoriale, je dis bien le patriotisme des Congolais. Mais je pense que le moment doit arriver où il faut vraiment expulser l'ambassadeur rwandais en tant que tel. Je ne parle pas de la personne de M. Karega personnellement, etc. Je parle de l'ambassadeur. Si tant est que je n'ai pas de problème, nous n'avons pas de problème personnel avec lui. C'est d'ailleurs dommage parce que sur le plan humain, ce personnage, cette personnalité, connaît bien le Congo, a vécu au Congo, a étudié au Congo. C'est un frère au sens africain du terme. Nous sommes des voisins. Parce que le peuple rwandais n'est pas un peuple ennemi. Hein, ce sont les actes de gouvernance qui nous divisent. Et ce sont les gouvernants rwandais qui ont causé la mort de millions de Congolais. N'est-ce pas? Que je sache, ce n'est pas le peuple rwandais qui est un peuple ennemi, mais les dirigeants rwandais se comportent en ennemis depuis trop longtemps. Donc il faut, comme le président Kambinga l'a dit au nom du centre, demander, mais nous attendons cela du gouvernement Samalou Kondé au plus vite, peut-être demain déjà, hein, je pense qu'il est temps de demander le départ de l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa. C'est une mesure diplomatique minimale, classique, mais nous ne sommes pas encore au stade de la rupture des relations diplomatiques, parce que l'axe diplomatique pour la résolution des conflits, c'est aussi important. Merci. Monsieur le Président, Odilon Kaïma, pour le compte de la RDC.
En fait, je suis resté sur ma foi par rapport au processus électoral. Vous avez dit il faut nous accorder sur l'essentiel. Je me demande comment vous allez vous y prendre pour que ces processus soient une réalité face à tout ce que nous connaissons au niveau de l'Est du pays. Aussi longtemps que le PPRD, je vois les FCC, le PPRD en tête, et campait sur sa position, que voilà, les gens qui s'y trouvent, en fait, ce qu'on a mis au niveau de la CENI pour le compte du PPRD, pour le compte du FCC, le FCC, soit le PPRD, rejette. Quand vous prenez le président Fayoulou, il campe sur sa position. Alors je me pose la question, c'est vraiment une bonne initiative, louable, pour concilier le peuple congolais à faire face à l'agression. Je me dis, en fait, je reste sous ma soif. Comment vous y allez, vous y prendre? Si nous parlons de salut national, c'est bien parce qu'il y a un péril national qui nous menace. Et nous osons espérer que comme nous, les autres acteurs politiques, peut-être même ceux qui sont très grands dans le cœur et dans la tête des Congolais, devraient peut-être avoir plus que nous l'amour de ce pays. La politique ne peut pas être qu'un jeu de positionnement. Au toi que je m'y mette, je dois être le prochain député, je dois être le prochain président. La politique doit avant tout, dans le contexte d'une nation comme la nôtre, être un sacerdoce au service de l'intérêt national. Monsieur Likobo, si vous pouvez arranger le visuel là-bas, parce qu'il y a une expression qui est sur ce visuel que nous avons tenu à mettre, c'est le sursaut patriotique. L'homme d'État, dans ce type de circonstances, c'est celui qui, lorsque ses intérêts personnels sont en contradiction évidente avec l'intérêt national, oublie son intérêt personnel au profit de l'intérêt national. C'est ça l'homme d'État. Donc en l'occurrence ici, ce que nous proposons, c'est une voie et une solution sans alternative en réalité. Si les acteurs politiques congolais n'arrivent pas à en s'entendre, nous perdrons. Nous serons tous, la génération qui est la nôtre, complices de ce plan de balkanisation de notre pays. Il faut savoir que la stratégie, elle est simple, et je crois que c'est le président Kabila qui l'a rappelé dans plusieurs discours à l'époque. La stratégie, elle est simple. Créer des foyers de tension, profiter de la division des Congolais, empêcher donc par là la mise en œuvre de politiques de développement, et ainsi faire constater la nécessité d'une balkanisation de ce pays. Ils ont essayé en 2013, ils ont réessayé à plusieurs reprises, et ils essayent à nouveau. La responsabilité de ces acteurs politiques, qui ont encore plus que nous des devoirs par la magistrature morale qu'ils exercent sur l'opinion, c'est de faire preuve de dépassement. Et le premier qui doit prendre ses responsabilités en tant que garant de l'unité nationale, c'est le président de la République. C'est pour ça que nous avons dans notre plan de salut public commencé par le chef de l'État, qui doit tendre la main. Et que le Congo, dans son entièreté, voit cette main tendue. Et à partir de là, chaque Congolais jugera la réaction des adversaires, qui devront choisir devant chaque Congolais si ils sont, comme dans l'arbitrage de Salomon, du côté de la maman qui préfère renoncer à l'enfant pour sa survie, ou qui sont du côté de la mauvaise maman qui était prête à ce que le roi Salomon décide de couper l'enfant en deux. C'est une manière de mettre chaque acteur politique, chaque membre de la société politique congolaise devant ses responsabilités. Comment nous y arrivons ? Ce ne serait pas la première fois que les Congolais auraient trouvé le moyen de s'entendre. Dans un environnement plus clivé que celui que nous traversons, ça veut dire un pays divisé par 4,
avec des républiquettes au niveau de l'Équateur, au niveau de la partie Est et autres, avec des guerres et des morts, nous avions réussi à inventer un modèle pour nous sortir de l'ornière, empêcher la balkanisation, relancer le processus de renaissance de la RDC. Cela nous a permis d'organiser les premières élections, les deuxièmes, les troisièmes, et ainsi de suite, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les bénéfices historiques du consensus de Sun City. Donc, comment y arriver? Nous savons comment le faire, nous l'avons déjà fait, et nous n'avons pas dire ici qu'il faut inventer le fil à couper le beurre. La seule chose qui est importante à ce stade, c'est la volonté des acteurs politiques de mettre en avant d'abord l'intérêt national. Parce que le temps et le moment l'exigent. C'est tout à fait faisable et ça ne va pas arrêter la machine. Pour autant que le président de la CENI est là et continue à faire son travail avec son équipe. Le bureau de la CENI actuel est différent du bureau de la CENI de 2018 parce qu'il y a eu une modification de la loi. Donc on peut modifier la loi. Nous avons combien de vice-présidents? On peut ajouter un troisième ou un quatrième vice-président par la loi. Tailler des lois sur mesure justement pour la situation. Madame, dans la situation particulière de la République démocratique du Congo, nous avons toujours, par cette recherche de consensus, trouvé des solutions. Oui, s'il faut revoir la loi pour que la transparence et la confiance soient retrouvées, il y a toujours un prix à payer. Et je pense que c'est parce qu'au Congo, on a l'habitude de faire la politique de l'autruche que souvent nous nous retrouvons face à un mur à la dernière minute. Il n'y a aucun obstacle majeur à trouver un moyen urgent pour permettre, pour ne pas les citer, au camp de la Mouka, de M. Fayoulou, de trouver une place à la CENI, sans remettre en cause ce qui existe. Il n'y a aucune raison pour empêcher le FCC du président Kabila de trouver une place à la CENI, sans remettre en cause ce qui est fait. Nous avons pris des décisions plus difficiles dans ce pays. Nous avons eu 4 vice-présidents de la République. Dans ce pays, au nom de l'intérêt national, nous avons une majorité qui a renoncé à 3 ou 2 reprises à avoir un Premier ministre. Alors, c'est dans ce même pays où on voudrait nous faire croire aujourd'hui, pour l'unité nationale, pour avancer vers un processus consensuel, sans remettre en cause les acquis, il ne serait pas possible de réajuster. Dans ce pays, on a même inventé des institutions sui generis, comme au sortir de l'accord de la Saint-Sylvestre. On a créé une institution spécifique pour le président Etienne Tshisekedi à l'époque, qu'il devait occuper et qui est ensuite le CNSA, le Conseil national de suivi de l'accord. Ça veut dire que lorsqu'on pense que c'est nécessaire, on le fait. Là, c'est une question de choix. Est-ce que nous pensons que le climat de défiance ambiant nous garantit des lendemains qui chantent après les élections? Ou est-ce que nous pensons bien au contraire qu'il y a des réajustements qui pourraient être une garantie de rassemblement? Parce que n'oubliez pas ici, l'idée c'est toujours ce rassemblement parce que nous sommes en guerre. Nous énonçons la division, les raisons de la division, nous proposons des solutions qui doivent nous ramener tous ensemble, unis pour combattre l'ennemi. C'est ça notre idée. Donc au prix de quoi? Au prix de certains aménagements. Oui, je pense que parce que le pays est divisé, parce que le pays est en guerre, parce que le pays est menacé, changer une loi, la modifier légèrement pour intégrer d'autres acteurs, ce n'est pas un prix très élevé en réalité, d'autant plus qu'il n'y aura rien de nouveau. Aujourd'hui, tout le monde sait, c'est entre 15 et 20 000. Et on ne prend pas les chefs des institutions. Ils ont été tellement discrets qu'ils ont dévoilé tout ça dans leur combat de coq.
et nous le savons, ils sont à 619. Vous faites 13 000 $, vous multipliez par 619, vous avez un chiffre, vous le multipliez ensuite par 12 mois, vous avez un chiffre qui vous approche rien qu'avec le Parlement de 100 millions de dollars. Je crois qu'on est au-delà de 96 millions. Vous avez vos calculatrices, vous pouvez le faire. Et je pense qu'en temps de guerre, avec 7 000 $, un parlementaire est largement, j'ai envie de dire, dans les standards internationaux. Et qui plus est, en période de guerre. Je n'ai rien contre les parlementaires, mais notre rôle en tant que politique, c'est de faire des propositions. Si déjà avec le Parlement, nous arrivons à faire cette économie de 100 millions l'année, le calcul, il est simple. Ce n'est pas de la sorcellerie. Nous connaissons leur rémunération. Le visible et l'invisible, nous le connaissons. Hein, les appuis parlementaires qu'on appelle les invisibles, nous connaissons comment ça marche. Nous sommes en guerre, c'est tout à fait possible. Et un parlementaire congolais avec 7 000 $, ce n'est pas indécent. Hein. Donc nous n'exagérons pas non plus dans cette proposition. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a un parlementaire qui en a fait son cheval de bataille. Donc ça veut dire que c'est plausible. Si vous ajoutez l'institution présidente de la République, le gouvernement, nous pouvons en une année atteindre sans sourciller 150 millions et nos ministres n'auront pas l'air moins bien portants, moins presséants et nos députés ne seront pas en dessous du standard des pays voisins et voilà. Donc, mais ça fera quand même plus de 150 millions d'économies. Et en temps de guerre, nous savons ce que nous pouvons faire avec cet argent pour les services de sécurité, pour l'armée, pour le renseignement, pour la diplomatie. C'est une proposition claire. Le deuxième volet... Écoutez, moi je pense que le gouvernement applique une stratégie. Cette stratégie est en cours d'exécution. Et je vous l'ai dit de la même façon que pour la MONUSCO, ces questions ne doivent pas être abordées avec populisme, mais de façon pratique. Si il y a une conjonction de forces assumée par notre gouvernement, ce sont ses prérogatives régaliennes, nous attendons le résultat des stratégies mises en place. Il y a deux façons d'évaluer les stratégies en cette matière. Soit on nous dit, telle opération stratégique a une durée de 1 an, 2 ans, et après les 2 ans, nous faisons l'évaluation. Si ces opérations ont des débuts et les fins ne sont pas définies, le moment de l'évaluation, c'est la fin du mandat du président de la République. Donc c'est les deux schémas d'analyse critiques qu'il faut mettre en avant pour ne pas sombrer dans l'ultra-crépidarianisme. Ça veut dire penser qu'on sait tout, qu'on comprend tout et qu'on maîtrise tout. Parce que ces questions sont des questions complexes. Le gouvernement a un mandat, il applique des stratégies. Lorsque ce mandat se termina, chacun de nous sera fondé de juger. Ce que nous pensons, c'est que dans une économie voulue libre et à la fois assez contrôlée, il est extrêmement important quand nous avons des contraintes budgétaires qui sont là par définition, mais plus encore pour un pays en voie de développement, plus encore pour un pays aux besoins énormes et aux moyens limités, nous pensons qu'il est capital, dans un élan de sursaut patriotique, de renforcer nos efforts de développement économique, c'est-à-dire continuer à soutenir l'activité économique, continuer à préserver les indicateurs macroéconomiques, faire de la croissance, essayer de garder la monnaie la plus stable possible, l'inflation la moins élevée possible. Tout cela, ça demande de l'efficacité d'action de la part du gouvernement dans une période de guerre où il faut absolument recentrer l'effort économique national et financier sur, pour nous, la priorité des priorités, c'est la lutte contre la balkanisation de notre pays qui est en cours. La balkanisation du Congo passe par la banalisation de l'occupation de Bunagana. On ne peut pas faire des élections si Bunagana est occupé. On ne peut pas être plus préoccupé des élections et avoir l'habitude d'aller dans des cycles électoraux où des parties de notre territoire national sont occupées par le Rwanda ou des conflits armés avec implication étrangère. On n'abandonne pas le processus. Vous avez vu le centre proposer
des choses pour aller de l'avant. Pour éviter Pour éviter, ces situations justement... extrêmes. Ouais. Oui, exactement. Pour éviter que le pays ne sombre davantage dans ce qui pourrait être irréversible pour sa survie. Parce qu'on parle aussi de réduction du train de vie de l'État, des efforts. Donc, je pense que il n'y a pas de chiffre fétiche là-dedans. L'essentiel, c'est l'efficacité du gouvernement. Et nous pensons ici que le gouvernement agit. Je ne sais pas si quelqu'un viendra avec cette question. Le président Kambinga pourrait vraiment dire, parce qu'on en a beaucoup parlé avec lui tous les jours à notre niveau, pas expliciter le caractère mitigé du bilan de ce gouvernement. Le gouvernement, c'est l'économie et le social, qui est possible grâce à la sécurité, à la bonne vie des institutions, à la bonne marche des institutions. Mais c'est le pouvoir d'achat de la population, c'est le logement, c'est le transport, ce sont les infrastructures, c'est l'eau, l'électricité, les besoins humains fondamentaux. Et là, le bilan est assez mitigé, même s'il y a des ministres qui sont assez performants dans leur secteur. Il y a le ministre des Finances, qui est un excellent ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Nous l'avons vu. La compétence, c'est le pragmatisme. Vous augmentez les recettes de l'État, vous êtes compétent. La compétence, ce n'est pas les diplômes, c'est l'efficacité dans l'action. Par exemple, je peux en citer d'autres, mais globalement, ce n'est pas ça qui est le cas dans l'ensemble. Nous sentons quand même une certaine mollesse dans l'efficacité de l'action du gouvernement et nous ne sommes pas totalement satisfaits. Si bien que dans cet élan d'un nouveau gouvernement de sursaut patriotique, de salut national, parce qu'il faut absolument récupérer Bunagana, il faut fédérer autour du commandant suprême des FARDC, du chef de l'État. Ce n'est pas possible qu'on continue comme ça. Demain, c'est comme a dit Lumumba, demain c'est l'éclatement du Congo. L'éclatement du Congo. Le président Kabila a plusieurs fois insisté sur la balkanisation dans laquelle le Congo est en danger, dans un grand danger. Un nouveau gouvernement d'union nationale peut arriver, où il y a une forte symbolique d'implication, avec un nouveau Premier ministre. Je ne suis pas pour le haut toit de là que je m'y mette. Je soutiens d'ailleurs sur le plan personnel la nouvelle génération, le ministre Samalou Kondé, je le soutiens sur le plan personnel. Ici, je vois l'intérêt de la nation. À terme, il faut un nouveau gouvernement avec des visages aguerris. Pourquoi pas un Premier ministre comme Jean-Pierre Bemba? Pourquoi pas un Premier ministre? Donc je reste dans la logique de la coalition qui est au pouvoir. Nous ne sommes pas là. Les élections vont arriver. Une nouvelle majorité viendra. Mais jusque-là, pourquoi pas un Premier ministre comme Vital Kamerhe, qui sont deux personnages qui connaissent la question sécuritaire et de la guerre à l'Est, qui en ont l'expérience, qui en ont, j'allais dire, l'expertise politique. Personne ne connaît mieux ces questions-là en tant que patriote, notamment, j'ai dit, personne ne connaît mieux. Beaucoup connaissent aussi bien, certainement, mais pas forcément mieux que quelqu'un comme Vital Kamerhe ou Jean-Pierre Bemba. Il y en a d'autres, mais je parle ici aussi d'hommes politiques, d'hommes d'État qui ont une stature nationale reconnue dans le pays et à l'international et qui peuvent aider le chef de l'État dans cette mission. Nous voulons, et je sais que le président Tshisekedi est un homme déterminé, nous voulons que la sécurité de notre pays ne soit plus quelque chose de discutable avec le Rwanda. Et sur tous les plans. Le président a parlé d'un mur, le président a parlé de l'expulsion, le président Kambinga, de l'expulsion de l'ambassadeur. Et je sais que ce que je dis va dans le sens de ce qui est perçu par le président et voulu par le président de la République et par l'ensemble des Congolaises et des Congolais. Dans un étage en dessous des individualités, nous pensons que même si, en additionnant le tout, nous n'obtenons pas toute la satisfaction nécessaire, mais individuellement, des ministres comme Didier Boudimbou, avec les blocs pétroliers, on voit une dynamique, des ministres comme Sakombi, avec la numérisation, on voit une dynamique, des ministres comme Patrick Mouyaya, avec le costume qu'il a su retailler à sa mesure, avec son style, malgré la difficulté qu'on aurait pu imaginer de prendre la place de Mende, on a Chérubin Okende, on a, contrairement, je vais vous étonner à l'idée que les gens se font, Kibassa. Vous savez, au-delà du rôle difficile qu'il a eu
d'assumer une nouvelle taxe, parce que c'est toujours un rôle ingrat partout dans le monde, point de vue est un homme brave qui fait un travail extraordinaire, mais qui malheureusement dans les faits ne peut s'apparenter qu'au mythe de Sisyphe. Le pauvre, il est obligé, il prend la pierre, il monte, il est au-dessus, ça redescend. Il monte, il est en dessous, il est au-dessus, ça redescend. Pourquoi? Parce que, de mon point de vue, il y a un certain nombre de réformes qui devraient accompagner son action, qui ne sont toujours pas d'actualité. Résultat, il y a un plus à mettre sur son action, mais comme c'est compensé par une absence de réforme, et les réformes, elles peuvent être très simples. Il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux de contrôle. Il y a le contrôle politique par le Parlement, il y a le contrôle juridictionnel par la Cour des comptes, il y a le contrôle administratif par l'IGF. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence dans le circuit de contrôle. Et cette cohérence tarde. Certaines réformes, je vous le donne, pour donner du poids et de la cohérence à l'action gouvernementale dans le domaine du contrôle. Gilles Alingueté, il fait son travail avec l'IGF. Mais les comptables, moi j'ai été ministre plusieurs fois. Le comptable, dans d'autres pays, c'est un grand commis de l'État qui fait contrepoids à son ministre et qui empêche ainsi, par sa position, des dérapages. Mais chez nous, c'est un petit gars du cabinet. Et le ministre fait ça, il fait ce que le ministre lui demande. Mais tant qu'on n'a pas réglé ce problème du sous-gestionnaire de crédit, du contrôleur financier, du comptable, qu'est-ce qui se passe? Comment vous réglez le problème aussi bien qualitativement que quantitativement de la dépense publique? Il faut changer le statut des comptables, des agents du service financier des ministères. À mon avis, ils devraient même être nommés directement par ordonnance présidentielle, leur offrir un statut et des revenus indépendants des cabinets ministériels pour que, effectivement, au lieu de leur pouvoir de contrôle, ils puissent faire contrepoids. Vous voyez, ces réformes, elles n'existent pas. Donc ça pose un problème dans le cas de la lutte menée par Jules Alingueté. Ensuite, je voudrais vous donner un autre exemple de réforme. Où avez-vous vu, dans quel pays développé, puisque ce sont ces pays qui nous servent de référence et de benchmark, avez-vous vu des comptables entre 19h et 20h sortir avec de sacs d'argent, l'argent des institutions? Je ne sais pas, vous imaginez le comptable, M. Robert Laurent, du ministère des Transports de France, il est à la Banque de France à 21h, il sort avec des sacs. Mais c'est un des problèmes. C'est un des grands problèmes de la question des détournements. La manipulation des espèces. Il faut bancariser, interdire au niveau de la Banque centrale les dépenses publiques faites par des manipulations d'espèces. La Banque centrale peut, tout en respectant l'autonomie des ministères, virer les montants dans les comptes, que ce soit pour des disponibilités d'ordre discrétionnaire, comme pour être une dotation, la lisibilité dans l'utilisation même plus importante si lorsque le ministre d'État, le vice-premier ministre, reçoit sa dotation directement dans son compte. Pourquoi nous devons avoir des comptables, des agents des services financiers à 21h, 22h avec des sacs d'argent qui arrivent dans des cabinets, alors que nous avons un système bancaire qui s'est professionnalisé, qui est efficace? Le paiement des factures. Pourquoi il faut une manipulation des espèces? Les virements bancaires existent. Cela renforce la traçabilité. Donc vous voyez, il y a beaucoup de petites réformes qui, puisqu'elles ne sont pas d'actualité, annihilent ou édulcorent l'efficacité de certaines bonnes volontés. Je parlais ici d'un cas spécifique pour étayer un peu l'argumentaire du ministre Kissombe de l'IGF et des limites de l'action de l'IGF, qui d'ailleurs ne manque pas de se plaindre, mais ces limites sont liées à toutes ces réformes qui doivent accompagner le processus et de cohérence de l'action gouvernementale. Donc la conclusion, c'est bilan mitigé, parce qu'il y a des individualités qui se distinguent, mais dans la sommation, nous nous retrouvons à une équation à somme nulle. Germain Kambinga veut un poste, Yves Kish, ainsi de suite. Ok. Mais alors, ça prouve vraiment qu'on est dans une société qui a un problème. Hein? Moi, je veux vraiment que cette partie soit prise. On est dans une société qui a un problème. Donc, on est dans un pays où on considère que celui qui dit « je suis congolais, je suis un des descendants de Lumumba, de Kimpavita, je suis un patriote », je considère qu'il n'y a rien de plus important
que la sécurité, l'intégrité territoriale et la paix dans mon pays, qu'il n'y a rien de plus important que de faire en sorte que les enfants ne soient plus violés, que les femmes ne soient plus violées, que les familles ne dorment plus à la belle étoile. Et pour moi, en tant que Congolais, il n'y a rien de plus important que ça. Voilà notre point de vue. Et puis, il y a un autre point de vue qui dit ceci, qui dit les gens peuvent continuer à mourir, on peut même partir de Bunagana, aller jusqu'à Goma, on peut continuer à faire tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il faut absolument, dans cette division, pour aller vers cette élection cosmétique, parce que nous sommes l'alternance, même si moi je suis convaincu qu'ils ne sont pas l'alternative, et voilà les deux points de vue. Ils disent, on peut tuer, on peut couper le Congo, on peut tout faire, ce n'est pas important. Il faut que moi je devienne député en 2023, il faut que moi je devienne sénateur en 2023, il faut que moi je devienne président. Je sais que les députés et les sénateurs gagnent 20 000 $. C'est très important lorsqu'on ne les a pas. Mais au prix de l'intégrité territoriale, au prix de la paix, au prix de la sécurité, mais qu'on nous juge sur base de cela. Parce que moi aussi, je serai candidat. Moi aussi, je peux aspirer. Mais moi, je dis, simplement, en tant que Congolais, le centre dit que s'il y a un choix à faire, patriote, moi, je pense que c'est d'abord là. Et certains ajoutent, ah non, il faut d'abord dégager ceux qui sont sur place. S'ils sont médiocres, c'est à cause d'eux. Ok, c'est très bien. Moi, je dis, non, nous sommes en guerre. Ce n'est pas en handicapant le processus de neutralisation de nos ennemis et en nous battant entre nous que nous serons plus forts. Mais si vous pouvez être aussi efficace au sommet, pourquoi dans le cadre d'un consensus, au nom de la patrie, vous le seriez moins? Ne dit-on pas qui peut le plus peut le moins? Voilà les réponses du centre. Maintenant que les Congolais jugent, ceux de la diaspora et ceux d'ici. Qui veut les postes? Celui qui veut d'abord protéger ses frères et sœurs de l'Est, l'intégrité du territoire, qui est prêt à renoncer aux postes, parce que c'est précisément cela. Ou ceux qui sont prêts à tout pour avoir ces postes de sénateurs, de députés, de présidents. C'est une question de bon sens. Et, sachez-le, nous ne reculerons jamais. Nous ne nous montrerons pas lâches pour dire la vérité et assumer nos positions. Nous pensons que c'est humiliant, c'est inhumain, pour nous, les Congolais, de regarder la question de l'Est comme une question périphérique. Nous devons nous réveiller parce que le Congo doit être uni pour prospérer. Répétition à la perdition, c'est d'abord félicitations au centre. Merci beaucoup. Félicitations pour voir des leaders, des jeunes, au centre jusqu'à aujourd'hui. Encore un peu jeune. Encore un peu jeune, encore un peu vieux, mais qui savent jusqu'aujourd'hui être ensemble et communiquer pour cette nouvelle génération, parce qu'on a l'habitude de toujours voir ces vieux autour de la chose. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Depuis 1960 jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours là. Mais cachiques. Voilà, donc aujourd'hui, voir, c'est ce que je disais, des leaders jeunes ensemble pour communiquer pour cette nouvelle génération, c'est une bonne chose. Merci. La cerise sur le gâteau, c'est du consommé congolais qui continue avec Made in Congo. Le vestimentaire, félicitations. Oui, non, mais c'est juste parce qu'on savait que vous seriez là. Et... Parce que vous avez déjà posé ma question. Mais sinon, j'apprécie beaucoup d'avoir la communication. Monsieur le Président du Centre, de féliciter d'autres jeunes qui sont au gouvernement. Parce qu'en fait, il semble qu'aujourd'hui, pas il semble, mais le constat montre que le jeune est un loup pour l'autre jeune. Les jeunes se soutiennent difficilement. Vous voir, vous entendre, soutenir ce que sont le gouvernement, c'est une bonne chose. Mais quel est le message que vous voulez passer à la jeunesse? Dire que vous êtes de modèle, c'est peut-être pas exagéré, parce que votre parcours, vous avez été des ministres pour votre CV. À part ça, vous avez quand même un bagage intellectuel assez poussé. Les gens devraient faire quoi aujourd'hui pour apporter un plus dans leur pays? Ces jeunes qui attendent beaucoup du Congo, du président, mais qui, comme un leader américain dit, qui devait aussi se poser la question de savoir quel est leur rapport dans leur pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? Merci beaucoup. Et c'est une très très bonne question, Peter Tchani. Oui, vas-y. La deuxième, c'est... À l'instant, vous me gagnez entre les mains des étrangers.
votre question correspond à un des points que nous avons abordés sur le renforcement des capacités de la nouvelle génération. Et Rodrigue Mwamba pourra l'aborder, et Yves Kissombé aussi pour aborder cette question. Parce que, oui, le docteur fait partie de cette nouvelle génération, et je pense qu'il a quelque chose à dire. Voilà, Peter Tchiani, nous l'avons dit dans notre intervention, aujourd'hui, plus que jamais, la société congolaise est radicalement divisée. Hein. Nous sommes dans une espèce de guerre civile qui ne dit pas son nom. On a rarement vu un tel niveau d'ostracisme. Hein. Tribalisme, haine, position irréconciliable. Donc, en fait, tous les ingrédients qui nourrissent la force de nos ennemis sont sur la table. En fait, c'est comme si ceux qui veulent diviser ce pays étaient en train de réussir, en réalité. C'est du jamais vu, et vous avez raison. C'est ce qui explique ce climat totalement délétère de conflits interethniques, de délinquance juvénile. C'est le climat général de violence. La société congolaise, aujourd'hui, est une société violente. La violence, elle est d'abord verbale. La violence verbale nourrit toutes les autres violences parce que elle entraîne des situations de comportement extrêmes. On s'insulte à longueur de journée à travers les médias. On se bat même sur les plateaux de télévision. Lorsque ce spectacle arrive à travers les tubes cathodiques auprès des téléspectateurs, ça donne quelle image de la société? Ça donne quelle éducation de la société? Ça donne quel message d'espérance? Lorsque les leaders sont incapables de se réunifier face à l'essentiel, ça donne quel message? Lorsque vous ajoutez à cela cette faiblesse congénitale de notre système d'organisation sociale d'une manière générale, parce que cela se reproduit comme une espèce d'atavisme malheureux, de génération d'année en année, de gouvernement en gouvernement, de système politique en système politique. Vous arrivez au schéma catastrophique et apocalyptique que vous décrivez, où le Congo est comme une cocotte minute qui est prête à exploser à tout moment. Les clivages sociaux s'élargissent, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, la classe moyenne s'étrique. Oui, nous sommes au bord d'une guerre civile en République démocratique du Congo. Tous les ingrédients sont là. Et pour le salut national, nous demandons le dépassement. Je le répète, il faut arrêter avec, je l'ai dit tout à l'heure, ça vous a un peu fait rire, ce narcissisme masturbatoire juxtaposé. Chacun est dans son camp et le plus beau et le plus fort. Chacun est mieux que tout le monde. Et finalement, nous sommes une nation dos à dos. C'est ça qui explique cette situation. Donc il faut, pour le salut national, que les leaders politiques que nous sommes, et ceux qui sont encore plus que nous des leaders le comprennent. Nous sommes au bord d'une implosion dans ce pays. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être la génération qui aura travaillé pour la somalisation de la RDC. Le RDC peut devenir le Yémen, peut devenir la Syrie, tout ce qui se passe ailleurs pourrait arriver dans ce pays. Que ceux qui sont enfermés dans leur confort et dans leur certitude se réveillent. Que ceux qui sont enfermés dans leur confort et leur certitude se réveillent. Regardons autour de nous. Ne soyons pas cette génération honteuse qui aura échoué à perpétuer l'héritage des pères de l'indépendance. Merci beaucoup. La jeunesse, M. Kissombé. Mais moi, je pense que c'est la responsabilité des générations précédentes de voir les générations actuelles et peut-être futures perdre ou ne pas s'imprégner de la qualité essentielle pour devenir des adultes, pas parfaits, personne n'est parfait, mais des adultes
performant, c'est le sens du sacrifice et de l'effort. Le goût de l'effort et du mérite. Les jeunes, aujourd'hui, en grande partie, c'est le constat que j'ai fait dans notre pays, dans tous les domaines, veulent réussir comme je prends dans le domaine de la musique. Il y a certainement des jeunes de 20, 25 ans, 30 ans qui rêvent de devenir des Fally Ipupa, mais qui ne sont pas nécessairement prêts à passer par l'effort, au sens large, et le mérite par lequel un artiste comme Fally Ipupa, par exemple, est passé, vous l'avez suivi, depuis l'école de Koffi Olomide. Il en va de même dans les secteurs de production. Et l'école de Wenge aussi? Oui, non, mais oui, absolument. Vous entrez dans un domaine qui peut se Oui, retourner. non, j'ai donné un exemple plaisant d'un artiste parce que... Non, absolument, Président. C'est une Absolument, boutade. mais vous avez parfaitement raison. C'est un exemple. On peut prendre le sport, on peut prendre tous les domaines. On peut prendre le métier des journalistes avec les techniciens que sont les caméramens, avec les hommes en avant, la presse. Mais si vous voulez devenir Rachel Kitita, vous voulez devenir Paulette Kimoutou, Blaise Aïnda, Peter Tianier, tous les autres, les grands journalistes de la Willy RTLC. Kalenga et autres, Oui, oui. mais je parle de ceux qui sont là, par exemple, Président. Mais vous devez avoir la culture de l'effort et du mérite. Et au niveau de la classe politique, nous avons constaté, j'ai suivi l'honorable Jean-Jacques Mamba, par exemple, député MLC, se plaindre de ce que il ne trouvait pas de qualité dans la communication par les jeunes acteurs politiques, communicateurs de l'Union sacrée, mais on peut étendre cela. Il y a une baisse de la qualité du débat politique. Nous avions 30 ans lorsque, avec d'autres, nous nous sommes investis pour nous faire connaître sur la scène politique nationale, avec le leadership des grands leaders de l'époque, parce que nous avons vu en eux une capacité de leadership. Aujourd'hui, les jeunes, est-ce qu'ils voient en certains, est-ce qu'ils suivent les leaders parce qu'ils voient en eux une vraie capacité de leadership, hein, comme on avait à l'époque, quand le PPRD, par exemple, est créé, Joseph Kabila, et même avant, la capacité de leadership d'un Jean-Pierre Bemba. Nous avions 30 ans, nous étions admiratifs de cet aîné, pour son intelligence d'abord. L'intelligence, ce n'est pas que les diplômes, c'est la capacité à appréhender les réalités de la vie. Est-ce que les jeunes le font? J'ai l'impression que les jeunes font ce qu'ils peuvent, en grande partie, font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, pour avancer. Alors, comme ils sont dans cette espèce de compétition individualiste, ils sont incapables de fédérer leurs énergies. Moi, face à l'immobilisme dans lequel je me suis trouvé, n'étant pas maître du PPRD où j'étais, face au constat que, par exemple, le président Kabila est d'abord un patrimoine national pour avoir réussi dans ce pays l'alternance et d'avoir fait ce qu'il a pu sur tous les plans. Je défendrai toujours le bilan du président Kabila. Mais je sais aussi, je le lui dirai en face, que par rapport à ce qu'il représente en Afrique aujourd'hui, est-ce qu'il a intérêt, lui, à être présent perpétuellement dans l'arène, dans le combat? Pour moi, il est un patrimoine national. Et je sais que certains ont intérêt pour que la jeunesse n'émerge pas dans la jeunesse kabiliste, parce qu'eux ont eu des avantages, eux ont tout eu. Ils sont prêts à étouffer cette jeunesse par une espèce d'immobilisme mortel. À un moment, on se dit, nous avons vécu le leadership, nous. Parce que quand Tshisekedi, vous devenez président dans ce pays, mais vous êtes un homme exceptionnel. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Il y a quelque chose que chacun de nous doit donner au président. Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, vous voyez, les amis de l'UDPS sont un peu en peine parce qu'ils ont utilisé le langage de l'extrémisme contre le président Kabila. Quand Yves Kissombe disait « Le président de la République, c'est d'abord le chef de l'État qui est le premier citoyen pour tout le monde. Le président de la République n'est pas d'abord un adversaire politique. »
Dans un deuxième temps, puisqu'il a aussi des moments de combat politique, il est aussi un leader politique, c'est vrai. Mais Félix Tshisekedi reste UDPS. Félix Tshisekedi reste l'autorité, même morale, informelle de l'UDPS. Mais il est d'abord le président de la République. Est-ce que moi, Yves Kissombe, je ne le disais pas en tant que communicateur de la majorité présidentielle à l'époque? Les gens disent, oui, vous dites ceci aujourd'hui. Mais non, nous l'avons toujours dit. Et les gens s'étonnent, on a l'impression qu'on est en train de faire des appels du pied. Mais non, si nous avions voulu aller à l'union sacrée, nous l'aurions fait. Nous avons considéré que notre démarche, c'était de faire émerger le centrisme politique en RDC, c'était de faire émerger le pôle centriste. Et le pôle centriste, c'est la conciliation des raisons, la conciliation de l'objectivité. Nous sommes politiques, nous avons aussi des stratégies. Nous aurons des candidats à tous les niveaux. Nous avons eu au niveau du centre, je dis nous parce qu'en 2017, j'étais déjà avec le centre. Nous étions déjà ensemble, j'ai aidé Germain Kambinga et tous les amis, Deimbia, les jeunes et tous les nouveaux à faire avancer le centre. Donc Peter Tiani, je vais être très bref en disant simplement que les jeunes, on n'est pas parfaits, on a des ambitions légitimes, individuelles, mais il n'y a rien qui sert mieux les intérêts légitimes individuels que l'intérêt du groupe. Et ça a toujours été comme ça, notre démarche. Parmi cette nouvelle génération qui essaie de monter en politique, de mon expérience personnelle, je pense que la responsabilité, surtout par rapport à la dégradation du débat politique, je crois tout le monde est d'accord là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, le débat, la qualité du débat politique s'est dégradée par rapport à l'époque, comme nous dit le vice-président Kissombe, par rapport à leur époque, lorsque eux ils commençaient. C'est un témoignage personnel. Moi, j'étais encore élève ou étudiant. Et je pouvais suivre une émission de Germain Kambinga. Le lendemain, il y a mon professeur de pneumologie, le professeur Kayeme, que vous connaissez peut-être. Il est recteur à l'université, qui dit « Est-ce que vous avez suivi l'émission de Germain Kambinga à la télévision ?» Vous voyez, aujourd'hui, je ne pense pas que le professeur Kayeme se mettrait devant la télévision pour suivre, nous, les jeunes actuels, à la télévision. Ce n'est pas parce que c'est mon président que je le dis. J'ai vécu cette expérience-là. D'ailleurs, je le lui ai jamais dit. J'ai vécu cette expérience-là. Donc je pense qu'il y a quand même un décalage, un mauvais décalage qui s'est fait entre-temps. Alors, la responsabilité, je ne pense pas qu'elle soit des seuls jeunes. La responsabilité, à mon avis, elle est partagée. Parce que d'abord, les jeunes qui essaient d'émerger en politique ne comprennent pas que, par exemple, passer à la télévision, ça n'est pas forcément un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Une responsabilité de ne pas verser dans les invectives, dans les insultes, lorsque vous passez à la télévision, mais que lorsque vous parlez, vous devez avoir de la matière. Et ça, beaucoup qui passent à la télévision aujourd'hui n'ont pas cette notion-là. Moi, je vois, quand vous passez dans les débats, parfois, votre co-débatteur n'a même pas d'argument, mais il excelle dans les insultes, il excelle dans les invectives. La responsabilité, à mon avis, c'est vous aussi, les médias. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de passer à la télévision. Il suffit d'avoir $10 ou $20, vous passez dans un débat. La responsabilité, enfin, c'est aussi le pouvoir public. C'est pourquoi nous avons fait une proposition de pouvoir encadrer tous ces jeunes qui veulent rentrer en politique, ne fût-ce que par une certaine mise à niveau. Il faudrait que nous trouvions les moyens pour que tous ceux qui rentrent en politique puissent être mis à niveau afin d'assainir le débat politique. Donc c'est une responsabilité partagée, elle doit être abordée assez globalement comme cela. Ce texte existe, il a été déposé partout où il doit être déposé, parce que c'est le résultat d'une intellection profonde du groupe politique centriste. Il faut avoir les manettes du pouvoir. Mais dans notre rôle politique, nous devons faire des propositions. Donc voilà la situation exacte. Et si vous regardez le plan de salut national, ce plan intègre intègre aussi quelques points des 100 propositions, parce que nous restons cohérents. Voilà, nous restons cohérents, parce que nous pensons avoir suffisamment réfléchi pour apporter de véritables solutions aux différentes problématiques. Bateau auto-inspira, mais pas profiter de l'inspiration, là, ça là, oh, et à Bangonzela. C'est pas ça.
bolobi bien bato belé ton inspirage ngape na yo kaka makambo na o tangu oedanga na sala classe po na zo sepela ndenge yo zalaki maele ba parents msusu ah oui tozali ko utiliser comme na opo na koyebsa mona na biso atanga mais tout ça là déjà il fallait tout ça là tu peux te redecevoir bino wapi il faut être précis nini parce que ngai par exemple la longwa qui MLC na sali centre c'est quoi le truc parce que ceux qui débat ezawana alors premièrement faut voir que communicateur et rôle autour ça c'était il y a 15 ans et c'était mon salaire jeune union soit politique à Salaka les lobes bosenga mpaka qui sont mbete na 50 ans ça la makambaza ça là mpaka 50 ans c'était il y a 15 ans 20 ans biloko wana vous voyez donc on va pas avoir le même rôle nous on a fait notre part s'il y en a 1000 na Congo oyo un jour bazwa qui inspiration na musala tozaro sala c'est une réussite toza ko inspirer que ba OP ba bandi communication politique ba inspirer pe ba tout maintenant dans la poursuite de l'action politique nous faisons la politique neti pas tout nyonso nani asala alliance collaboration ou à coopérer na Kabila te vous pensez kombo moko nani avant Kabila ou azamo mukolo asalaka na UDPST à un moment donné ou quelque part ou na Mobutu après Komina Kabila après nani Tshisekedi père Yemoko ou a créé opposition de Toyebi a de seva ki bato yo asali po abandaki na MPR non mais il faut quand même je pense que les jeunes bazwa les sons où il fallait bazouater na musala oyo baninga na bango babilenge o tozalaki na tangwana to salaki moi je ne suis pas le concurrent à ba petit frère po ba petit frère belé ba s'inspira mais ba kanti nga na za concurrent na bango te personne ne copie sa raison radicalisme nous on a failli mourir dans ce pays en 2006 avec Yves Kisombe par Brice Massassi il y avait des conflits donc que ce soit en radicalisme en engagement. Moi, j'ai porté la parole bénévolement de Jean-Pierre Bemba. Il est en prison pendant 7 ans. Sauf que comme ça, les 2 dernières années, tu as été plus utile à Jean-Pierre Bemba que moi. Je peux décider. J'ai fait ma part d'incarner mon propre leadership et mes propres idées. Comme le papa Tshisekedi l'a fait, Tango Alongwa qui est MPR. Comme Vital Kamerhe l'a fait, Tango Alongwa qui n'est pas Kabila. Comme Moïse Katumbi l'a fait, Tango Alongwa qui n'est pas Kabila. Vous parlez des alliances. Aujourd'hui, Martin Fayoulou, il n'est pas dans un bloc patriotique avec Kabila. Donc il vous déçoit. Donc eux, ils ont le droit. Moïse Katumbi, Basona quitté na Fachi na Genève, Bazongana quitté, Bazobe Banate. Félix Tshisekedi, FCC Cash. Vous auriez pu imaginer l'UDPS en partenariat avec Kabila? Vous parlez de constance. Mais c'est quoi la constance? Mais il faut un socle de référence. On s'appuie sur quoi? Donc, vous nous demandez de faire le choix d'être des petits bébés qu'on porte sur le dos, et la maman tourne, elle va à gauche, à droite. Non, nous on dit on a des jambes. On n'a pas besoin de vous suivre. On peut marcher tout seul. En quoi c'est décevant? Il faut m'expliquer. En quoi c'est décevant? C'est un choix de la médiocrité qui s'est opéré. Les gens ont choisi de fuir l'excellence. Ils ont eu peur de l'excellence. Moi, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui, objectivement, puisse me donner une leçon dans ce domaine. Parce que vous ne pouvez pas me citer Atamutu Moko dans l'espace politique congolais. Sauf ceux qui vont considérer que n'est na lobby ba mususu bata ba mama biso to mataraka na mukongo na bango soka ke zandu bolandi soka ke kosukola bilamba bolandi soka ke kotala oncle bolandi soka lobby lelo na lala nanda kuté bolandi non binga lobby nga na makolo nanga je suis pas obligé de vous suivre partout et c'est ce qui s'est passé jusque là. Dites-moi quel est ce politicien congolais qui ne vous décevoir binoté au boko loba yé depuis à banda politique à boujate ni na ba alliance ni na makanisi naé ata kombo moko. Alors après bokoloba que na décevoir qui que nous on n'a pas déçu. N'ayez pas peur des bons exemples. Exemple d'excellence parce que tu inspira par la qualité et aujourd'hui c'est l'exemple de la liberté, le libre arbitre.
C'est tout ce qu'on fait. On n'est pas pire qu'un autre. On fait même mieux parce que nous observons une certaine éthique. Mais parce que environnement politique n'a biso eza ndengeza, bato balingi kokosela bato makambo kofinga, et si tu ne réponds pas, bakansi baza na raison. Nga na posé aux questions, bopé sanga, tango balobaka wana point de référence. Nini ou nani a bougeaté. En termes d'alliance, en termes de changement, nani a bougeaté. La politique au Congo est faite d'intérêts conjoncturels qui évoluent en permanence. On fait le choix d'être satellite ou d'être l'orbite. Certains choisissent d'être des satellites, d'autres d'être des orbites, et chacun prend son risque. Ce qui compte, c'est la conclusion. Nous, on a choisi d'être une référence idéologique et d'avoir un projet qui nous permette, en toute autonomie, de signer nos accords, de signer nos alliances au regard de nos ambitions politiques. On a dit, on ne veut plus être sur le dos de quelqu'un qui, lorsqu'il décide d'aller au marché, on est au marché, qui, lorsqu'il décide d'aller à tel endroit, on suit ou on guide selon ce que nous, on veut. C'est cela, la promotion de la liberté. Donc, s'il y en a qui disent qu'ils ont été déçus, ils doivent d'abord se faire l'introspection des motifs de leur déception et suivre Otozoloba. Mais en tout état de cause, Ngao Nazo retenir, c'est que à une époque, c'était notre rôle, on a fait notre part, on a inspiré. Maintenant, ceux qui ont été bien inspirés, qu'ils fassent la promotion de ces bonnes idées qui étaient les nôtres. Ata Yezu, à un moment, il a fini par mourir et il fallait que Batouba continue. Il n'y a pas de problème. Prenez ce qui est bien et avancez. Voilà. Mais les amis, je crois qu'il va être 13h. Hein, merci beaucoup les amis et on se voit le mois prochain. Merci. Hein?